Et merci de nous rejoindre pour vous informer. Tout de suite, le grand titre. Ce vendredi, Daniel Bumba, gouverneur de la ville de Kinshasa, a sollicité l'investiture de son gouvernement à l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui devra se dérouler 48 heures avant son discours. Et la conférence épiscopale nationale du Congo détient désormais une nouvelle équipe dirigeante mise en place jeudi sous la direction de Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque de Lubumbashi, élu officiellement président. Une fois de plus, merci de nous rejoindre. Abordons en premier lieu dans ce journal la réception des lettres de créance de Monseigneur Mitsa Lescovar, nonce apostolique en République démocratique du Congo, par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le jeudi dernier. Ce nouveau nonce est de nationalité slovène, né en 1970. Dans son parcours, il a été nonce apostolique en Irak en 2022 et consacré évêque avec les titres d'archevêque titulaire. Suivez. Monseigneur Mitsa Lescovar le remplaça de Héctor Balestro au poste de nonce apostolique en République démocratique du Congo a été reçu le jeudi 27 juin dernier par le président de la République. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la diplomatie qui existe entre le Saint-Siège et le pays de Patrice Emery Lumumba. Ces hauts fonctionnaires du Vatican était venu déposer sa lettre de créance au chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bonjour Excellence. Bonjour Monseigneur. J'ai l'honneur, Monsieur le Président, de vous enseigner les lettres de rappel de mon prédécesseur et les lettres de créance avec lesquelles je suis nommé par le pape François de nonce apostolique en République démocratique du Congo. Au sorti de cette brève cérémonie à la Cité de l'Union africaine, les représentants des papes en République démocratique du Congo a paraphé le livre d'or avec ces mots. À l'occasion de la présentation de mes lettres de créance, j'implore au bon Dieu l'abondance de ses bénédictions pour toute la RDC, pour ses autorités et pour tous les peuples de ces beaux et grands pays. Avant d'être nommé nonce apostolique en RDC, Monseigneur Mitsa Lescovar a assumé cette haute fonction en Irak depuis mai 2020 et était archevêque en Italie. Dans la même journée, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avait reçu David Sigoké, nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Zimbabwe, venu à son tour présenter sa lettre de créance au président congolais. C'est en présence du ministre des Affaires étrangères et le directeur du cabinet du chef de l'État, Antonin Kinzo, s'est déroulée cette cérémonie de remise des lettres de créance de l'ambassadeur plénipotentiaire de la République du Zimbabwe et du nonce apostolique en RDC. Et toujours dans la même logique, la conférence épiscopale du Congo a une nouvelle équipe dirigeante. Elle a été mise en place le jeudi 27 juin dernier. Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque de Lubumbashi, a été élu officiellement président de la CENCO. À en croire Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de ces structures ecclésiastiques, les évêques ont eu le temps d'échanger avec le président de la République sur la marche du pays. Regardez. Comme d'aucuns le savent, les évêques de la CENCO sont en pleine assemblée plénière qui prendra fin demain. Et au cours de ces assises, ils ont jugé bon de constituer une délégation composée des archevêques, dont deux sont absents, celui de Mbandaka et celui de Kananga qui sont à Rome, qui sont représentés par leurs délégués. Donc il y a les archevêques qui représentent les provinces ecclésiastiques, mais il y a aussi l'équipe sortante de la présidence, donc Monseigneur Marcel Lutembi et Monseigneur José Moko, président et vice-président de la CENCO, et aussi la nouvelle équipe qui vient d'être élue maintenant que la CENCO est venue présenter au niveau du chef de l'État. Il s'agit du président, l'actuel président de la CENCO, Monseigneur Fulgence Muteba, Monseigneur Etienne Onguion, qui est le premier vice-président, et Monseigneur Jean-Bertin Nandongue, qui est le deuxième vice-président. Les évêques ont jugé bon de venir échanger avec le chef de l'État
sur la marche du pays. Vous savez que la préoccupation majeure des évêques, c'est le bien-être de la population congolaise, sur ce qui doit être fait en priorité au regard de ce que vivent les Congolais aujourd'hui, sur les domaines où ils invitent les chefs de l'État à donner davantage de son impulsion pour que ça aille mieux. Et je vous assure que c'était de toute beauté, c'était en toute responsabilité qu'ils ont échangé sur ces différents sujets. Et en mission dans l'Est de la République, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a bouclé sa tournée au camp des déplacés de Goma. Sur place, elle s'est imprégnée de l'évolution de la situation sécuritaire et des dégâts de l'agression rwandaise sur le sol congolais. Suivez. Le président angolais, qui est médiateur désigné par l'Union africaine dans cette crise, a déclaré jeudi dernier à Abidjan en Côte d'Ivoire que des négociations sont en cours pour une rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame afin d'aboutir à la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a par la même occasion rappelé que le mécanisme diplomatique mis en place ont pour but de contraindre ceux qui agressent la République démocratique du Congo à arrêter. Elle a mis le vœu d'en finir le plus tôt possible avec cette guerre pour se pencher sur des questions de développement du pays. Huissier d'épingler que la première visite de Judith Suminwa Tuluka comme première ministre dans l'Est de la RDC intervient au moment où la République démocratique du Congo fait face à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers du M23 soutenu par Kigali et à la croissance de rebelles ADF dans la province du Nord Kivu. Cette situation est exacerbée par l'occupation d'une partie de la province du Nord Kivu par les forces négatives du M23 qui ne cessent d'étendre sa zone d'influence. Les dossiers désengagement de la MONUSCO dans la partie orientale de la RDC, les cadres de la formation politique José Kani qui estime que les troupes onisiennes ont failli à leur mission. Il précise que les hommes d'Antonio Guterres n'étaient pas présents sur terrain pour rétablir et imposer la paix durable tant attendue par la population de cette partie du pays. Il était temps, depuis près de 2 décennies que la MONUSCO atterrit dans notre pays pour une mission, n'est-ce pas, de pouvoir maintenir la paix, de pouvoir imposer la paix si vous voulez. Au-delà de tout, le bilan a été mitigé parce que les Congolais n'ont pas été d'accord avec la manière de faire de la MONUC déjà à l'époque et plus tard après la MONUSCO. Avec les déclarations incendiaires même de son secrétaire général, M. Antonio Guterres, qui faisait allusion aux armes du M23 et que la MONUSCO était incapable de pouvoir, n'est-ce pas, mettre à nu et même mettre en déroute, n'est-ce pas, les M23, la population n'était pas d'accord et la population a commencé à réagir. Et l'autorité se sentant concerné dans ce qui se passe dans son pays, a prêté oreille non seulement à la population, mais à la réalité du terrain. Et l'autorité, à travers le président de la République, ont eu à parler avec la MONUSCO. Et voilà, aujourd'hui, il y a des engagements, palier par palier, étape par étape, parce qu'il faudrait signaler quand même que la RDC est un pays souverain, mais un pays souverain qui est aussi un pays civilisé. Alors il n'était pas nécessaire de commencer à poursuivre la MONUSCO qui était entre guillemets venu ici dans ces pays pour nous aider, le poursuivre avec des flèches, avec des pierres. Voilà pourquoi l'autorité établie avait considéré qu'il faudrait négocier, parler avec la MONUSCO afin qu'un calendrier soit mis, n'est-ce pas, soit établi pour son débat en toute, n'est-ce pas, civilité. Voilà. Et par ailleurs, la ministre d'État en charge des affaires foncières, Akasia Bandouboula, a reçu le mercredi dernier dans son cabinet de travail l'inspecteur général de finances, chef des services Gilles Aligné Tekei. Au menu de leur discussion, la mise en place de mécanismes d'accompagnement visant à renforcer sa collaboration avec des services dans la lutte contre le fraude. Suivez. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akasia Bandouboula Mbongo, a reçu mercredi 26 juin dernier dans son cabinet de travail l'inspecteur général de finances,
chef de service Gilles Alengue Tekei, au menu de discussion quelques semaines après l'entrée en fonction de la nouvelle ministre, l'évaluation de l'accompagnement de ces services rattachés à la présidence de la République au sein de ce portefeuille du gouvernement de la République. S'agissant des dysfonctionnements relevés par la nouvelle ministre des Affaires foncières, les deux parties envisageant de s'y pencher avec d'autres intervenants du processus de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Rappelons-le, le ministre d'État en charge des affaires foncières est un portefeuille qui a également pour vocation de contribuer à l'assiette fiscale nationale et au budget de l'État. C'est dans ce cadre que la cellule nationale de renseignement financier, CENAREF en sigle, et l'inspection générale de finances interviennent pour veiller contre toute tentative de fraude et blanchiment des capitaux dans le cadre de transfert des propriétés foncières. Après la nomination de la première ministre Judith Suminwa Tuluka et au regard de multiples défis, notamment socio-économiques, sécuritaires qui attendent le gouvernement de Judith Suminwa Tuluka, le gendarme financier Jules Alengue Tekei, chef de service à l'inspection générale de finances IGF en sigle, avait promis l'accompagnement de son institution à l'équipe gouvernementale pour atteindre ses différents objectifs. Abordons à présent la question de la gestion de la ville de Lubumbashi. Composée de 10 ministres et 10 commissaires, la nouvelle équipe gouvernementale de la province du Haut-Katanga a été rendue publique jeudi dernier dans la capitale congolaise. Suivait à cet effet la lecture de l'arrêté portant nomination de nouvelles membres de ce gouvernement qui va diriger Jacques Kiaboula. Sont nommés en qualité de ministres provinciaux les personnes ci-après. 1. Monsieur John Mouloba Kitonge, ministre provincial des Finances, fonction publique provinciale, industrie, petites et moyennes entreprises et artisanat. 2. Monsieur Jean-Jacques Kashiban Tambo, ministre provincial de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières. 3. Monsieur Jean de Dieu Moulenda Ebondo, ministre provincial du Plan, budget, coordination des partenariats publics-privés et relations avec l'Assemblée provinciale. 4. Madame Lorraine Lusamba Kazadi, ministre provincial de l'économie et commerce. 5. Monsieur Georges Kadinga Moulundoule, ministre provincial de la jeunesse, éducation, recherche scientifique, nouvelle citoyenneté et communication. 6. Monsieur Bobo Maloulou Kalungwe, ministre provincial de l'agriculture, pêche, élevage et alimentation. 7. Monsieur Jean-Paul Kweta Mumba, ministre provincial des infrastructures, urbanisme et habitat. 8. Monsieur Lucien Loumanou Moukadi, ministre provincial des mines et hydrocarbures. 9. Monsieur Nsambi Boulanda Joseph, ministre provincial de la Santé et coordination des agences des Nations Unies et partenaire du domaine de la santé. 10. Madame Judith Kashoka Boalia, ministre provincial du genre, famille et enfants. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 3. Monsieur le vice-gouverneur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur en la date de sa signature, fait à Lubumbashi le 27 juin 2024, Jacques Kiaboula Katwe. Et par ailleurs, réagissant comme libre penseur, l'acteur politique Jones Mfutu appelle les gouverneurs de la ville de Kinshasa à relever les défis majeurs selon les attentes de la population quinoise. Il est au micro de votre rédaction. Je crois que le peuple congolais quinois en particulier devrait faire confiance à ces tickets de l'Union sacrée que Daniel Bumba, le gouverneur de Kinshasa, et son vice-gouverneur. Au regard des attentes qui sont nombreuses, nous pensons que le gouverneur, il a peur sur la planche, qu'il doit travailler, il doit se mettre au fond au travail pour relever beaucoup de défis qui l'attendent au niveau de la ville et province de Kinshasa, notamment la sécurité, les embouteillages, la montée vertigineuse des transports en commun,
et puis la vie, l'électricité, la vie des Quinois sont vraiment chaotiques. Je crois que le gouverneur doit se mettre rapidement au travail pour relever tous ces défis. Et nous allons lui accompagner. Il a notre soutien indéfectible pour qu'il réussisse dans son mandat. Et voilà, c'est ce que beaucoup plus les Quinois attendent de lui. Revenons à Kinshasa pour parler de la première réunion de l'exécutif provincial. Daniel Bumba se présentait ce vendredi devant les élus provinciaux en vue de solliciter l'investiture de son équipe gouvernementale qui devra se dérouler 48 heures avant son discours. Retrouvez plus de détails dans ses commentaires. Il s'est présenté aujourd'hui vendredi 28 juin à l'hôtel de ville de Kinshasa devant les élus provinciaux afin de solliciter l'investiture de son gouvernement. En effet, 48 heures avant son grand discours, Daniel Bumba Lubaki avait rendu public son gouvernement avec un quota de 10 ministres. Cependant, on a constaté une autre liste de 10 commissaires généraux qui semblent outrepasser les instructions de son chef hiérarchique, notamment le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, Jacquemain Chabani, qui par ailleurs, quelques jours avant, avait instruit au gouverneur de province de se limiter qu'au nombre de 10 ministres provinciaux, pas plus. Il s'est noté que, suite à cette mésentente, l'hôtel de ville de Kinshasa présente déjà un étalage du gouvernement provincial avec des graves fissures. Par contre, des tensions sont palpables dans l'air, alors que des vives controverses s'emparent de la composition de cette nouvelle équipe dirigeante à l'hôtel des villes. Signalons aussi que de son côté, Jacques Aboula Katoué a lui aussi emboîté le pas derrière Daniel Bumba en dévoilant le jeudi dernier son équipe du gouvernement qui présente un nombre de 10 ministres provinciaux ainsi que 10 commissaires généraux. Et sur quoi s'ajoute la nomination d'une femme policière au poste de ministre provincial de l'Intérieur qui pose problème, ou encore parler de beaucoup d'autres dysfonctionnements qu'affiche le patron de la ville de Kinshasa à ses premiers pas de l'exercice du pouvoir. En définitive, cela s'est conclu par un mauvais départ qui annonce un futur très agité. Que feras-tu après tes études et les thèmes choisis par l'ONG ancien du lycée Saint-Joseph, ex-Malaïla de Mokali? Les élèves finalistes de cette édition ont été sensibilisés à faire un bon choix pour le cursus professionnel. C'était au cours d'une conférence organisée ce vendredi 28 juin dans l'enceinte de cet établissement scolaire par Estella Makwasai Mukambila. Plus de détails dans ce reportage de Patient Goï et Espoir Kinavudi. Devant les élèves finalistes de cette édition, les anciens du lycée Saint-Joseph de Mokali, dans leur mission d'assurer l'encadrement des jeunes écoliers, ont sensibilisé le récipiendaire de l'examen d'État de l'année scolaire 2020-2024. Dans son monde de circonstances, la secrétaire de l'ONG ALJC, Madaïla, a rappelé les axes prioritaires de cette structure et la raison de cette rencontre. Que feras-tu après tes études? Et le thème développé par Madame Stella Makwasai Lukambila, présidente de l'ONG ancien du lycée Saint-Joseph, qui, dans son intervention, a expliqué aux détenteurs du diplôme d'État comment s'orienter après les cycles secondaires. Fin de l'activité. La présidente des ALSG s'est dit satisfaite de cet échange scientifique. Aujourd'hui, nous avons pensé aux finalistes, après avoir fini leurs examens d'État, on a pensé à parler un peu avec elles, à les orienter, quelles seront leurs ambitions et puis bien les orienter pour leur vie future. J'ai apprécié, les élèves ont été matures, ils ont bien capté les thèmes. Et c'était vraiment une très grande choix pour moi. Je lance un message fort aux finalistes de bien faire leur choix pour leurs études supérieures ou des formations qu'ils auront à faire dans leur vie et que leur choix puisse être judicieux. Rappelons que les anciens du lycée Saint-Joseph, une structure regroupant les vieux amis de cet établissement scolaire de la promotion 1999 à 2000 ans. C'était en présence des autorités scolaires et corps enseignants de cette institution scolaire que s'est déroulée cette conférence.
En sport, prenons cette nouvelle en bref. C'est officiel, l'international congolais Samuel Essende signe au FC Augsburg en Allemagne jusqu'à 2028. Auteur des 15 buts la saison dernière au championnat portugais, l'attaquant congolais de 28 ans va évoluer l'année prochaine en Bundesliga. Parlons cette fois-ci des valeurs nutritives. Que savez-vous donc de bienfaits de la mangue? Complétez votre connaissance à travers ces commentaires que vous propose la rédaction. Fumée et juteuse, la mangue est un fruit exotique gourmand qui a de vraies vertus santé. Elle est notamment riche en antioxydants, en fibres et en vitamine C. En jus, en salade, en plat principal, en dessert, la mangue se plie à toutes nos envies culinaires. Elle est aussi très intéressante pour la santé grâce aux nombreux nutriments qu'elle contient. Elle fait partie des aliments anti-fatigue. La mangue aide à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire. Elle participe à la prévention contre le cancer. La mangue est riche en polyphénols, des substances antioxydants qui protègent les cellules du corps contre le dommage causé par les radicaux libres et diminue la croissance des cellules cancéreuses, notamment dans le cancer de la prostate. La mangue contient de fibres digestes, dont la pectine. Ces substances permettent de réduire le taux de mauvais cholestérol et il ne faut pas oublier la présence de potassium qui favorise le contrôle du rythme cardiaque et le maintien d'une pression artérielle normale. Ces fibres solubles limitent la constipation. Elles renferment aussi des enzymes digestives qui favorisent la digestion. Retenons que la mangue se conserve dans un endroit frais au-dessus de 6 degrés Celsius, donc pas au frigo et pas plus de 2 à 3 jours car elle s'abîme vite. Et c'est déjà la fin de cette grande édition d'informations sur nos antennes. Vous étiez nombreux à nous suivre. Le rappel des titres. Ce vendredi, Daniel Bumba, gouverneur de la ville de Kinshasa, a sollicité l'investiture de son gouvernement à l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui devra se dérouler 48 heures avant son discours. Et la conférence épiscopale nationale du Congo détient désormais une nouvelle équipe dirigeante mise en place jeudi sous la direction de Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi, élu officiellement président. Merci infiniment à la confiance renouvelée. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.